Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon site archéologique préféré en Provence, qui n'est ni plus ni moins que le site grec le mieux préservé de toute la France. Je parle bien évidemment du site archéologique de Olbia. Alors, Olbia est situé sur la commune de Hyères, c'est dans le Var, pas très loin de la presqu'île de Gien, au début de la plage de l'Almanar, pour celles et ceux qui connaissent le coin. Olbia, c'est un site très particulier parce que dans l'archéologie française, c'est un petit bijou, notamment parce qu'elle a un sanctuaire dédié à Aristée, le seul qui est connu dans tout le monde grec, j'en reparlerai, et de l'autre, parce que en fait, on a tout le plan archéologique de la ville. Il y a d'autres sites archéologiques qui existent comme ça, mais que c'est une ville très particulière, puisque c'est une épithèe kismata, c'est-à-dire un poste, un pavillon, un bastion avancé, fortifié de Massalia, et ce modèle existe pour d'autres cités ou d'autres empires grecs à la même période, que ce soit les Séleucides ou Athènes ou encore Syracuse. Donc, je vais vous parler un peu de l'histoire du site, qui va me permettre en plus de vous plonger un peu mieux dans cette culture massaliote, cette histoire massaliote antique, et qui va me permettre aussi de vous présenter ce site exceptionnel qui est vraiment à visiter si vous êtes en Provence. Il ne faut pas le manquer. Alors, tout d'abord, la date de fondation. C'est le site, on a de la chance, on a retrouvé des inscriptions qui permettent de dater la ville à une fondation autour de moins 325 avant notre ère. Donc à la fin du IVe siècle, au moment où Massalia connaît une forte expansion économique, commerciale, elle commence forcément à être victime de piraterie, notamment les pirates ligures ou celtes, donc les autochtones qui sont sur toute la côte, qui doivent voir là une aubaine pour s'enrichir rapidement. Massalia, elle considère que la mer, surtout le golfe du Lion, c'est son territoire, ça fait partie de son territoire. Et donc, elle doit le protéger et le fortifier. Et pour ce faire, elle va récupérer, en fait, un modèle qui existe déjà dans le reste du monde hellénique, c'est celui de la clérouquie athénienne, ou tout simplement de ce que Thucydide baptise l'épithèe kismata, c'est-à-dire le poste avancé. Le premier à avoir utilisé cette technique, c'est Périclès, notamment parce que, avant ça, les Grecs le font déjà, les Athéniens le font déjà, mais c'est sous Périclès qu'on a la première mention de ce type d'implantation. Ce sont des clérouquies. En gros, on donne des cléros, c'est-à-dire des lots de terre à des citoyens pauvres, loin de son propre territoire. Thucydide nous le dit, pour que ça soit efficace, il faut que ça soit loin de chez vous, loin de votre territoire, en plein cœur du territoire adverse, si possible, un territoire qu'on ne contrôle pas. On pose une fortification, et au sein de cette fortification, on installe durablement une garnison. Et plutôt que d'envoyer chaque année des gardes, des hoplites, des soldats que l'on va payer pour tenir la garnison, on envoie des citoyens, puisque les citoyens sont des guerriers, et tant qu'à faire, si c'est des citoyens pauvres qui n'avaient pas grand-chose avant, c'est une bonne affaire, parce que derrière, ils vont vouloir défendre les terres qu'on va leur donner. Donc Périclès va le faire. Il y a des sites fortifiés comme ça en territoire adverse. On a le site de Pylos pendant la guerre du Péloponnèse, qui est évidemment un site très connu. On a des épithèes kismata aussi spartiates, comme Décélie, en plein cœur de l'Attique, durant la guerre du Péloponnèse. Et puis on a d'autres exemples par la suite de l'histoire. Et on en a retrouvé d'un point de vue archéologique. Les Syracusains le font, notamment pour contrôler l'Adriatique. À un moment, en fait, Syracuse essaie d'imposer son hégémonie dans cette zone géographique, donc elle va construire des bastions avancés. Et puis on en a plein d'autres, des exemples. On a les Ptolémées qui font ça avec des clérouquies, et on a les Séleucides qui vont. Alors je me rappelle plus le nom de l'île, mais il y a une petite île pas loin du Koweït, dans le golfe Persique, et ils vont fonder eux aussi une épithèe kismata. Mais malheureusement, toutes ces implantations, on n'a jamais le plan complet. Alors que Olbia, c'est un bijou de l'archéologie française, puisque comme il n'y a jamais eu d'implantation moderne, j'en reparlerai sur le site, on a tout le plan archéologique de la ville dans son intégralité. Donc c'est vraiment une aubaine. Et quand Massalia fonde ses bastillons, elle a déjà sa route commerciale bien construite, vers Téliné, vers Agde, vers Empourias, mais il lui manque en fait de sécuriser toute la côte provençale. Et pour ce faire, elle va constituer plusieurs
implantations. Donc je vous invite à regarder la vidéo d'avant-hier sur le reste de l'histoire de Massalia pour avoir tous les noms. Mais sachez que dans la région varoise, on en a deux, Toroïs, qui sont importantes, qui sont liées ensemble. Toroïs, qui est sur le site du Brusque à Sifour, et Olbia à Hyères. Généralement, les épithéikismata fonctionnent par deux, notamment parce que si une est assiégée, l'autre va pouvoir lui venir en aide. Une autre contrainte que doivent avoir les épithéikismata, c'est qu'on doit facilement en fait, les secourir. Puisque comme ce sont des bastions avancés, elles ont généralement peu d'hommes, entre guillemets, pour les défendre, et donc ils ont besoin d'avoir en fait, des renforts qui puissent arriver de l'extérieur, et si possible rapidement, donc on a toujours deux villes. C'est le cas notamment plus tard pour la fondation de Antipolis, donc Sophia Antipolis, et de Nikéa, donc de Nice, qui fonctionne elle aussi par deux. Alors, d'abord on va vous parler un peu de ce plan qui rappelle en tout point les plans d'une cité militaire. D'abord, elle est fortifiée. Elle fait environ 165 mètres de côté. Elle est posée sur la fin d'un massif de grès. Donc c'est une fondation solide en plus. Elle est située au détour de la presqu'île de Gien, donc c'est un cap à contrôler. Mais surtout, la presqu'île de Gien, elle est reliée à la terre par ce qu'on appelle des tombolos. Deux tombolos, ce qui est une situation déjà très particulière. Un tombolo, en fait, c'est une bande littorale qui rejoint la terre à une presqu'île. Et là, il y en a deux, donc deux comme ça, qui rejoignent la presqu'île. Et en plus de ça, à l'époque antique, il y avait un passage pour les navires, pour des petites embarcations. Ce qui permet, en fait, en cas de tempête, en cas de pourchasse par les Ligures, donc ce qui devait arriver, c'est l'objectif de ces bastions, bien de venir se réfugier derrière ces tombolos, près de la forteresse qui est au début du tombolo. Donc elle est vraiment située de manière idéale, protégée au nord et à l'ouest par des montagnes, et à l'est par des marécages. Donc elle a une très bonne situation géographique, excellente, et elle est à l'abri de certains vents, notamment il y a des entrées maritimes, parce qu'il faut savoir qu'en Provence, la mer, c'est pas calme. Il y a le sirocco, la tramontagne, il y a le mistral, tout ça, ça peut se lever très rapidement, et donc les navires doivent se mettre à l'abri dans des escales sûres. Donc voilà, donc elle est très bien située. Elle fait 165 mètres de côté. Alors là, je suis désolé, je vais re-regarder un peu mes notes. Donc 165 mètres de côté, avec des remparts tout autour, des tours d'angle. À chaque angle, il y a des tours. Au centre des murs, il y a des tours aussi. Et enfin, à l'est, il y a une seule porte. Alors, il y a peut-être des petites poternes sur les côtés, mais il y a une porte principale, juste assez large pour laisser passer un char. Donc quand même, voilà. Et cette porte, elle est protégée par deux tours, dont une qui est posée sur une chicane. Une chicane, en gros, vous avez votre mur, la porte, elle est là, et là, vous allez construire devant, d'accord, un autre mur, qui va faire un angle, en fait, ce qui fait que l'adversaire va devoir venir dans cet angle et se faire tirer de tous les côtés. Donc, en plus de ça, donc, il dispose d'une chicane. Ce sont des blocs de grès massifs qui sont utilisés pour construire les remparts, donc c'est déjà une superbe fortification. Ensuite, elle a un plan dit hypodaméen. Alors le plan hypodaméen, c'est un plan orthonormé. En gros, tout est coupé à angle droit. Ce sont des belles allées perpendiculaires les unes aux autres. Et à Olbia, il y en a deux principales. La principale qui va donc nord-ouest, sud-est, donc dans l'axe de la porte, qui fait 5,20 m de large, et qui est coupée en son milieu par une seconde qui est perpendiculaire, donc, et qui, elle, fait 4,20 m de large, qui est un peu plus petite. Ça devrait vous rappeler le plan des villes romaines plus tard. Le plan hypodaméen, c'est un plan très pratique parce qu'il permet de rapidement construire une cité, et c'est un plan qui a été constitué à l'origine pour fonder rapidement des cités, et que les Romains plus tard vont récupérer, notamment pour leur ville, mais aussi, ces épithéikismata, elles vont servir plus tard aussi pour donner la base des campements romains. Le fameux camp romain s'inspire de ce plan, et Olbia s'en est les prémices. Alors, au milieu de ce perpendiculaire central, vous avez une belle place de 42 mètres carrés sur un sol pavé, donc ça c'est grand appareil, avec un puits, voilà, en plein cœur de la cité, au centre, pour que n'importe qui puisse y accéder rapidement et surtout extrêmement bien protégé, notamment de tirs adverses, pour empoisonner le puits par exemple. Puisque c'est la clé, pour tenir un siège, il faut avoir de l'eau. Donc c'est vraiment une forteresse, un château fort, comme on peut le concevoir pour l'époque médiévale, mais là, pour l'époque antique. Une superbe forteresse. Et elle a un plan magnifique qui permet de bien régulariser
les îlots d'habitation. Et ça, c'est important parce que, en fait, Massalia, elle va envoyer des citoyens pour peupler la région. Elle va leur donner un kléros, c'est-à-dire un territoire, hein, un terrain à travailler qui leur permet de s'équiper et de payer leur matériel. Donc Massalia, en fait, via Olbia, et via ses autres épithètes Kismata, elle va pouvoir évacuer le trop-plein de citoyens pauvres qui n'ont pas d'emploi, dont on ne sait pas trop quoi faire, pour éviter les révoltes sociales. Je vous ai dit que Massalia s'est maintenue au niveau de sa constitution pendant plus de 551 ans, ce qui fait que ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il faut trouver du travail pour les pauvres, il ne faut pas les laisser dans la misère. Et pour ce faire, ils prennent leurs citoyens et leur offrent des territoires, mais dans un endroit qui est techniquement risqué. Alors Strabon nous dit bien que il contrôlait par exemple les îles du Levant, de Porquerolles et de Porquerolles. C'est les Stoacades, j'espère que je prononce bien. Et en fait, très probablement, encore aujourd'hui, on fait de la vigne et de l'olivier là-bas. Très probablement, à l'époque, le cléros des Olbiens, je vais les appeler ainsi, les habitants d'Olbia, vivaient et travaillaient sur ces îles, bien à l'abri. Il devait avoir une petite bande de terre aussi autour, mais ça devait être moins sécurisé, alors que, vu qu'ils contrôlent la mer, ils peuvent s'implanter sur les îles sans aucun problème et laisser aux autochtones la terre. Donc, en plus de ça, Massalia, elle se dégage de ces pauvres, mais en plus, elle se dote de nouveaux guerriers qui vont contrôler la voie maritime commerciale, puisque ces derniers ont comme objectif de défendre cette voie commerciale, donc ils doivent avoir peut-être des navires de guerre, c'est pas sûr, hein, parce que le port est pas très grand, on est en train de fouiller le port, et c'est pas non plus extrêmement vaste, hein, ça peut accueillir des trières, mais pas les mettre à réparation ou autre. Par contre, ce qui est pratique, c'est que bon, vous pouvez de là partir avec votre trière, mais surtout, vous pouvez, avec vos hommes, faire des incursions dans le territoire celte pour attaquer des villages qui sont potentiellement hostiles ou attaquer des repères de pirates qui sont obligés bien de s'accoster quelque part. Donc, ça va leur permettre de faire des incursions. Et c'est ce qui me fait dire à moi, alors je ne suis pas d'accord avec le principal archéologue qui travaille sur le site, qu'à Olbia, très probablement, on avait des hoplites polyvalents qui faisaient plusieurs choses, mais on avait notamment des hoplites, et ça s'explique par la division simple de la ville. Donc ça, c'est pas moi qui ai fait les fouilles archéologiques. Hein. Donc les archéologues, ça, je les cite d'ailleurs, c'est Jacques Coupry qui a fouillé entre les années 50 et 70, et après il y a Michel Bas qui a beaucoup travaillé et qui travaille encore sur le site. Ce sont les deux grands spécialistes dont il faut lire les travaux pour comprendre Olbia. Et ils ont travaillé, hein, on leur doit tout, merci à eux. Et ils ont bien mis en valeur que ce magnifique plan orthonormé est organisé en plusieurs îlots d'habitation. Alors les îlots d'habitation, il y en a... alors, attendez, je vous donne les tailles. Donc, ils font 11 mètres de large pour 34,50 mètres de long. D'accord ? Et ils sont tous séparés par des petites ruelles qui après rejoignent les grands axes perpendiculaires de 2 mètres 10. Quand même des belles ruelles. Et ces lots d'habitation sont toujours divisés en 3. Voilà, en gros de 10 mètres sur 10, de 11 mètres sur 10, ce qui fait 110 mètres carrés. Donc en fait, en plus d'un cléros, vous allez donner aux citoyens qui vont venir ici, qui vont devenir les Olbiens, on va leur donner ce qu'on appelle un oikopédon, c'est-à-dire un lot d'habitation. 110 mètres carrés, et ils sont super bien faits parce qu'ils ont un petit solin de pierre à la base pour permettre d'avoir sur la terre battue, mais les murs sont en briques, hein, et en briques notamment modulables, c'est-à-dire qu'elles sont en briques sèches, on les pose, et les murs intérieurs, en fait, chacun les agence comme il veut, ce qui lui permet d'organiser son habitat, mais surtout d'organiser aussi sa pratique de vie. Parce que si vous êtes un artisan potier, il vous faut un espace, pour votre four notamment. Si vous êtes ferronnier, pareil. Si vous avez une taverne, il faut avoir un petit espace devant pour pouvoir vendre. Bref, vous modulez comme vous voulez votre base, et après vous avez en plus sur le toit de l'espace, hein, puisque ce sont des toits plats, pour manger, pour avoir des lieux de vie, cuisiner, enfin plein de choses. Donc, 110 mètres carrés avec toit terrasse. Vraiment le top. Et en tout, si on divise tous ces lots, si on les prend tous, ça en fait 120. On a 120 lots d'habitation. Or, ce chiffre 120, moi, il me marque parce que ça correspond à ce qu'on appelle un loch. C'est une division militaire hoplitique qu'on trouve chez Thucydide et chez Xénophon. En gros, pour vraiment faire simple, la division d'une phalange de la formation grecque, elle se fait en ce qu'on appelle des zénomoties. C'est de 24 à 32 hommes. Voilà. Et donc 4 hommes de front et 4 à 8 hommes de profondeur. Et ensuite, ces zénomoties, elles sont organisées
parce qu'on appelle des loques. En gros, 4 énomoties forment une loque. Et le commandant, c'est le locage, lui va diriger cette unité et c'est les principaux sous-officiers de l'armée grecque sous Thucydide. Dans Thucydide, on le lit. C'est valable pour les Spartiates et c'est valable pour les 10 000 dans l'anabase de Xénophon. Donc vraiment, c'est un modèle bien connu. Et un loque, si on prend 32 hommes, x 4, ça nous fait 128. Donc c'est vraiment très proche du nombre d'îlots d'habitation. On peut estimer que dans certains îlots d'habitation, il y a un peu plus d'hommes. Et puis, de manière générale, il ne faut pas oublier que ces énomoties, elles ne sont pas forcément toutes à 32. Elles sont entre 24 et 32, en fonction des sources. Par exemple, pour les Spartiates, c'est 30. Ça correspond, si c'est le même modèle que Sparte, 30. C'est exactement ça. Et en plus, ces 30, ils sont dans chacun un carré. Voilà, un quartier. C'est-à-dire, vous avez le grand axe perpendiculaire, comme ça. Ben là, vous avez 30 îlots d'habitation. Là, 30, 30 et 30. Votre ville, elle est super bien répartie, ce qui vous permet, en fait, d'avoir, en plus, l'organisation par le quartier de vos énomoties. Donc, c'est vraiment nickel pour la phalange. Et en plus de ça, on nous dit qu'à la même époque, et ça aussi, ça a testé, j'en parlais hier, Massalia a une pratique éphébique où, en fait, les hommes sont entraînés au combat hoplitique, à la lance, au bouclier, hein, mais aussi au javelot, au tir à l'arc et aux manipulations d'engins de siège. Donc, c'est possible que sur les remparts, en plus, vous ayez un peu de polyurcétique, hein, donc des engins de siège fixes pour tirer sur les attaquants, que ces Olbiens sont capables de tirer à l'arc, lancer le javelot. Ils ont des pratiques gymniques qui font qu'ils s'entretiennent d'un point de vue physique. Ce sont pour la plupart des paysans qui travaillent la terre. Or, Xénophon nous dit, les meilleurs hoplites et les meilleurs guerriers, ce sont les paysans, parce qu'ils ont l'habitude d'être au travail dur, en extérieur, et de travailler sur leurs appuis. Bref, c'est vraiment le top. Et en plus, ce sont des pauvres à qui on a donné cette terre. Leur seule richesse, à présent, ils doivent à tout prix la défendre. Donc c'est vraiment une superbe fortification, Olbia. Mais Olbia ne va pas connaître finalement de guerre. On n'a pas de traces d'affrontement, ça peut être existé, mais on n'a pas de traces d'affrontement, et il y a plusieurs raisons à cela. Et d'abord, c'est peut-être qu'elle a eu de la chance, et notamment grâce à son nom, puisque Olbia en grec, ça signifie la bienheureuse. Et on en a plusieurs, on a une Olbia en Sardaigne, une Olbia en Crimée. C'est un nom qu'on donne souvent à une nouvelle colonie, hein, pour lui donner chance. Et Olbia, il semble qu'elle a été bienheureuse. D'abord, elle est super bien implantée. Massalia va connaître assez peu de conflits. Et puis surtout, ça va devenir un poste de relais pour le commerce avec les Celtes. J'ai oublié de vous préciser un truc, c'est qu'elle est située juste à côté d'un oppidum. Juste à côté. Et je crois qu'archéologiquement, la construction de l'oppidum correspond à la construction de la ville. C'est l'oppidum de Costobel, donc c'est la petite colline qui est juste à côté, à moins d'1 kilomètre de la ville. Donc ils se mettent à côté de populations. S'ils avaient été ennemis, ça aurait été invivable. C'est-à-dire que l'oppidum est lui-même une fortification avancée de la fortification avancée. Et que les Celtes, très probablement, devaient s'occuper de contrôler un petit peu aussi l'arrière-pays. De toute façon, ils le contrôlaient. Hein, ils devaient travailler et vivre dans le coin. Et s'enrichir grâce aux massaliotes. Et notamment, on a trouvé à Costobel énormément de céramique massaliette, qui attestent des échanges entre les deux. Et il y a plein d'autres éléments qui nous montrent que la ville a été bien heureuse. D'abord, il y a accès à la pêche, il y a accès au travail des champs. D'ailleurs, on sait que les massaliotes sont des bons pêcheurs. Et on a retrouvé au pied d'une tour, je ne sais plus laquelle, il y a un très beau travail, encore une fois, de Michel Bach qui a été fait dessus. On a trouvé de la céramique cassée. En fait, on a trouvé un dépotoir. Et dans ce dépotoir, en plus de la céramique cassée, on a trouvé des ossements. Voilà, pas grand-chose, hein, mais des ossements qui nous montrent un peu leur alimentation. Donc, ils mangeaient beaucoup d'ovidés. Voilà, ils mangeaient beaucoup d'ovidés. Ils mangeaient assez peu de porcidés, donc de cochons, et très 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 rarement de bovidés. C'est ce qu'on trouve le moins. Donc très très peu de bœufs. Donc déjà, ils mangeaient quand même de la viande, et ils avaient beaucoup, on a trouvé plein de poissons et de crustacés. Plein de crustacés, qui est le plat du pauvre en fait pour l'époque. Donc ça devait faire des superbes bouillabaisse à cette époque. Je plaisante un peu. Bon, et en plus, on sait qu'ils ont amené la vigne, l'olivier, donc ils avaient vraiment de tout, et ils devaient échanger les céréales avec les Celtes. Cette ville, en plus, avait plusieurs sanctuaires. Elle avait 2 sanctuaires dans son territoire. Un qui est donc, au sein de la ville. En l'honneur d'Aphrodite, on a une inscription qui nous le mentionne. Et dans le même sanctuaire, il y a un espace dédié à un héros, mais on n'a pas la suite de l'inscription. On présume que c'est peut-être Héraclès, le fondateur des protecteurs des colonies. Mais de l'autre, on en a un autre, plus grand, mais on ne sait pas à qui il est attribué. On suppose qu'il est attribué à Artémis, puisque c'est la déesse protectrice des massaliotes. Mais plus intéressant, ils ont un sanctuaire en extérieur de la ville, juste à l'entrée du tombolo qui mène à la presqu'île de Gien, donc juste devant la ville. C'est un sanctuaire externe, pastoral, qui est dédié à Aristée. Et ça, c'est super,
c'est le seul sanctuaire dédié à cette divinité dans tout le monde grec qu'on a retrouvé. Et ça nous renseigne un peu sur les cultes à cette divinité. Alors, Aristée, c'est le fils d'Apollon et d'une nymphe, et il a des vertus médicinales, donc un protecteur par la médecine, pastoral, hein, donc c'est un protecteur des bergers. Il maîtrise l'art de la laiterie, du laitage, de l'apiculture, et il est protecteur de ceux qui cultivent la vigne et l'olivier. Vous avez résumé tout ce dont avaient besoin les habitants, les Olbiens, hein, les habitants de Massalia. Et ce qui est intéressant, c'est que sur place, on a trouvé plus de 600 vases dédiés à Aristée, dont 320 portaient encore des dédicaces. Des dédicaces en grec, évidemment, dont certaines ont des consonances celtiques. Ce qui nous montre que les Celtes, qui sont autour, viennent adresser à ce dieu des prières pour soigner, pour protéger leurs troupeaux, protéger leur apiculture. Donc ils mangeaient du miel, hein, évidemment, une grande source de sucre à l'époque. Les Celtes étaient en contact avec ces Olbiens, et en bonne entente. Soit ils ont adopté le grec comme langue d'écriture, donc ils écrivent en grec, soit même ils faisaient appel à des scribes locaux, puisque les Olbiens vont commencer à connaître une vie de faste et de guerriers, très probablement. Ils sont devenus en fait des citadins, commerçants, et la ville a prospéré. Voilà, donc ça c'est pareil, superbe anecdote sur le sanctuaire d'Aristée, qui est le seul qui a été retrouvé dans tout le monde grec. Ça nous donne un indice d'ailleurs. Pourquoi on n'en a pas retrouvé ? Parce qu'en fait, ce sont des temples, entre guillemets, hein, ce sont des sanctuaires externes, en fait, aux cités, pastoraux. Donc, assez dire à identifier d'un point de vue archéologique. C'est peut-être pour ça. Alors, que je continue, je m'éparpille. Du coup, qu'en était-il du statut des Olbiens en tant que citoyens ? En fait, ça correspond un peu aux clérouquies athéniennes, qui est le grand exemple, ou des sociétés maritimes, des colonies maritimes romaines, puisqu'il y a certains, Coupry a fait le parallèle, et Michel Bas aussi, avec les colonies maritimes romaines, qui elles aussi sont là pour défendre. Alors là, c'est particulier, elles défendent en fait la terre, le territoire, contre les incursions venant de la mer, notamment les Carthaginois. Ce qui est l'inverse ici, là, vous défendez la mer contre des incursions qui viennent du sol. Mais peu importe. Et en gros, les citoyens à qui on donne un cléros, là-bas, donc une terre, un lot de terre et un lot d'habitat, eh bien, doivent défendre la cité de Massalia. Ils sont des massaliotes. Ils conservent leur citoyenneté, mais comme ils ne peuvent pas l'exercer, puisqu'à l'époque, pour exercer, il faut pouvoir venir demander une charge ou donc se présenter, hein, se faire élire à une charge, ou voter, tout simplement, comme ils ne peuvent pas, on leur concède un peu d'autonomie pour tout ce qui est affaires internes sur place. Ça, c'est on n'a pas un décrit pour Olbia, mais on fait des parallèles avec ce qui existe à l'extérieur. Et très probablement, sur place, vous avez un officier magistrat supérieur qui doit changer, qui est envoyé à Olbia pour diriger d'un point de vue militaire la cité et diriger ses hommes en fonction des objectifs de Massalia. Et lui, peut-être, doit changer, ou alors, c'est carrément le premier citoyen de Olbia, hein, qui est élu, parce qu'ils ont très probablement leur propre assemblée, hein, leur propre juge au sein d'Olbia. Ils ne vont pas à chaque fois aller à Massalia pour n'importe quelle affaire politique ou juridique. Donc ils ont tout ça à Olbia, et peut-être que le dirigeant d'Olbia, c'est quelqu'un nommé par Massalia, ou alors carrément, c'est celui qu'ils ont élu sur place et qui va être le représentant d'Olbia à Massalia, et qui va devenir le stratège militaire. Voilà, le stratégos. Mais bon, là, on ne parle pas de stratégos, puisque ce sont des locs, hein, c'est une petite unité. En fait, il y a peu d'habitants, entre guillemets, hein, d'Olbia. Hein, c'est une petite cité, hein, il y a moins de 1000 habitants, hein, voilà, et il y a 120 guerriers au moins, puisqu'on donne ça à 120 citoyens. Au début, en tout cas. Après, peut-être que la ville, entre guillemets, a grandi d'un point de vue population, et donc, entre le père et le fils, peut-être tout le monde n'est pas obligé, hein, chaque foyer doit peut-être envoyer qu'un seul homme pour servir d'un point de vue militaire. En tout cas, les Olbiens avaient leur propre organisation politique, leur propre sanctuaire, et ils devaient accueillir des navires grecs qui faisaient escale par là pour aller à Massalia, ou à l'inverse, partir dans l'autre sens, et faire des échanges, faire du commerce avec ces derniers, les réapprovisionner en eau et en vivres avant que ces derniers repartent, en échange, très probablement, de denrées qu'ils pouvaient eux-mêmes commercer après avec les Ligures. Donc c'était la parfaite interface entre monde grec et monde celte. Et ça, cet exemple de Olbia, qui est le plus connu, c'est valable pour les villes de Nicéa, Antipolis, Toroïs, Cythérasta, Agathée, Rhodanosia. Bref, c'est quelque chose, elle a la même fonction. Voilà, Empourias. Sauf que Olbia, c'est vraiment une implantation militaire. C'est vraiment une épithète kismata. Voilà. Mais qui a sa propre autonomie.
Alors, je finis un peu sur la fin de son histoire. Bon, ça spoil un peu ce que je raconterai après-demain sur la fin de l'histoire de Massalia, puisque, en fait, au IIe siècle, les Romains arrivent, avant Jésus-Christ, hein, arrivent pour protéger les Grecs d'une pression celtique trop forte, puis progressivement, ils prennent le dessus. D'ailleurs, au IIe siècle, on voit qu'en fait, la céramique qui est sur l'oppidum de Costobel, ce n'est plus de la céramique grecque massaliette, c'est de la céramique campanienne, romaine. Donc on voit que les Grecs sont en train de perdre un petit peu leur hégémonie commerciale sur le vin avec les Celtes à cette époque. Et ensuite, quand César s'empare de Massalia, il la prive de toutes ses colonies, et notamment d'Olbia. La seule chose qui reste à Massalia, ce sont les îles, justement. Donc voilà, les îles d'Olbia sont restées grecques, mais Olbia et Antipolis et Nicaea, à la période romaine, on nous dit qu'ils reçoivent encore quelques hommes magistrats qui viennent de Massalia, et puis après, Rome, par exemple, je ne sais plus où j'ai lu ça, mais Rome, plus tard, va arrêter cela, et du coup, ça va vraiment devenir des cités romaines. Elle va être prospère. La période romaine, on connaît un renouveau de l'urbanisme, elle grandit, on a des thermes qui sont construits, 2 thermes, pour une petite ville, hein, 165 mètres de carré enfin 165 mètres de côté sur un carré. C'est pas grand, hein. Alors très probablement l'habitat, après il y a des villas tout autour qui sont constituées. Donc voilà, il y a des riches olbiens qui ont prospéré dans le coin et ils ont des thermes, ils en ont 2. Voilà, c'est vraiment, c'est pas mal. Pour une petite cité comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et malheureusement, vers la fin du quatrième, on commence à voir une descente de la prospérité de la ville, qui correspond à la fin de l'Empire romain, hein, progressive. Olbia n'est pas complètement abandonnée, il y a quelques maisons qui commencent à être abandonnées, mais à la fin du 7e siècle, elle est complètement abandonnée, très probablement parce qu'elle était trop exposée aux menaces paradoxales de pirates, mais cette fois-ci venus de la mer, qui sont les pirates arabes. Mais là, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, ils ne s'implantent pas très loin, ils s'implantent sur, sur les hauteurs du massif des Morts. Donc voilà, qui sont vraiment pas très loin de hier. Donc c'est pour ça que ça a été complètement abandonné. Et finalement, il faut attendre la fin de cette occupation arabe pour qu'au Xe siècle, on ait des bénédictins qui s'installent. Donc il y a un monastère bénédictin sur le site archéologique qui a été construit et qui au XIIe siècle est occupé par des nonnes cisterciens qui ont aussi des implantations en Provence. L'abbaye du Toronnet, hein, dans le Var, pas très loin. Autre site magnifique qu'il faut absolument aller voir si vous passez dans le Var, ou encore sur l'île de Lérins. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller voir ce site archéologique qui est magnifique. Franchement, en plus, j'ai fait un stage là-bas et l'association a organisé des événements en collaboration avec eux sur le site d'Olbia. C'était magnifique. Meilleur lieu du monde pour faire une prestation. À 2 pas de la mer, belle terrasse pour planter les tentes. Enfin, vraiment magnifique. Et on a même reçu à l'époque, 2013 je crois, non 2014, le label patrimoine immatériel, patrimoine mondial de l'humanité immatériel, donc de la part de l'UNESCO. Donc c'est pas rien, ils ont une belle équipe pédagogique là-bas, donc si vous y allez, c'est vraiment top, c'est pas très cher, c'est à côté de la plage, donc après vous pouvez coupler ça avec une sortie à la plage, c'est pas très loin de la presqu'île de Gien, et en plus ils ont ouvert un sentier palmé archéologique. Voilà, vous êtes avec vos palmes, et en fait, en gros, une partie de la ville et du port, elle est sous l'eau. Donc du coup, ça a été fouillé, hein, mais c'est sous l'eau. Donc vous pouvez, avec votre masque tuba, nager au-dessus de la ville. Et ça, pareil, ça c'est vraiment unique, quoi. C'est vraiment top. Et ils ont mis des amphores aussi pas loin de la presqu'île de Gien. On y était à l'époque. Ils ont remis des amphores d'une épave. Donc il y a des épaves en plus qui se sont échouées au niveau de la presqu'île de Gien. Et pareil pour les sites de plongée, pour ceux qui aiment bien la plongée, c'est vraiment parfait. Il y a la mer, il y a le vent qui permet, pour ceux qui aiment le kitesurf. Enfin vraiment, je vous fais la pub de ma région que j'adore. Mais venez visiter le site d'Olbia, qui est unique, hein, je le rappelle, dans le monde grec, pour 2 raisons. La seule épithète kismata complètement conservée, tout son plan, voilà. Et en plus de ça, vous avez le sanctuaire d'Aristée, qui est unique au monde. Voilà. Donc la prochaine vidéo, donc pas besoin de mettre en commentaire. Là, j'ai pris Olbia parce qu'on me l'a proposé, j'avais dit que je le ferais pas, mais allez, je suis dans la foulée, je l'ai fait. Mais après-demain, on fait la fin de l'histoire de Massalia et après, vous pourrez reposter à nouveau des commentaires pour qu'on décide d'autres vidéos. N'oubliez pas, live demain, comme d'habitude, à 19h. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ouais, j'ai fait moins de 30 minutes!